Bonjour à tous, bienvenue. L'autre si je commence, je vais pas arrêter. Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette troisième journée à la Japan Expo 2023. On est sur le stand de Kurokawa et donc un peu fatigué parce que ça commence à faire beaucoup, 3 jours. Et comme d'habitude, on va aller se balader et donc allez, c'est parti. Cette fois tu me suis. Sur le stand Célio de la Japan Expo 2023 et donc je suis avec Mathieu. Enchanté. Présente-toi. Du coup moi Mathieu, je m'occupe chez Célio de toute la com, donc notamment de tout ce qu'on fait avec les licences et donc toute notre présence sur la Japan ce week-end. Donc on voulait un peu discuter parce que ils ont 2 collections, donc Pokémon et Spy, donc en rapport avec nos licences et donc, je vais voir comment ça se passe, pourquoi choisir ces licences-là plutôt que d'autres et comment ça se passe pour obtenir une licence. Ouais, donc ça se prépare longtemps à l'avance. En ce moment, on a déjà validé notre calendrier 2024 de toutes les collabs, licences et autres qu'on va sortir. Donc ça se prépare très en avance. Et là, les deux, c'est drôle parce que je pense que c'est 2 raisons différentes. Pokémon, c'est un historique, c'est la première licence qu'on a faite il y a déjà des années. Et c'est un truc qui cartonne tout le temps. Oui. Donc ça, pour le coup, c'est tous les ans, on en remet un peu. Donc voilà, c'est à chaque fois des designs différents, des nouvelles choses. Et Spy X Family, c'est pour le coup, là, c'est une autre chose, c'est un an à l'avance, on regarde les mangas, on essaye de deviner les mangas et les choses qui vont percer dans l'année d'après. Et Spy, c'est une des grosses ventes, on l'avait remarqué à l'époque, il y a un an, c'était une des grosses ventes, que c'était croissant. Et donc on l'a sorti en avril dernier, et voilà, et ça a aussi hyper bien marché, mais c'est des choses un peu moins connues que Pokémon, mais auxquelles on croit tout autant parce que c'est des mangas qui sont comme ça et qui dans les mois à venir vont encore j'ai vu qu'il ne restait plus grand chose, et du coup sur le design, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui sont imposées par les ayants droit ou est-ce que c'est vous qui avez le libre après il faut toujours faire valider. Ouais, exactement, il faut toujours faire valider quoi qu'il arrive, le mot d'ordre c'est la validation. Oui, il faut toujours valider, ils sont hyper pointilleux sur tout ça et c'est normal, hein, c'est leur marque, c'est leur image. Mais après, comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs possibilités. Déjà, ce qui se passe, c'est que nous, nos stylistes, nos designers, ils demandent toujours, avant de signer un contrat, la charte graphique. Okay. C'est-à-dire qu'il faut déjà être sûr que la charte graphique est exploitable pour des vêtements, qu'il va y avoir des assets sympas, que c'est exploitable et que ça va rapporter aussi du business et que ça va se vendre. Donc la première étape, c'est nous, on demande la charte graphique. Et ensuite, nos stylistes et nos graphistes peuvent choisir dans cette charte graphique les assets qu'ils vont utiliser. Donc ça c'est la première chose. Et il y a aussi une troisième chose un peu plus particulière qui arrive parfois, c'était le cas sur Pokémon l'année dernière, où on a demandé une charte graphique exclusive. Okay. C'était la charte graphique des carapuces badass avec des lunettes de soleil, etc. Et donc ça c'est des demandes qu'on fait pour avoir accès à des chartes exclusives auxquelles personne n'a accès normalement. Et donc c'est nous qui choisissons la charte exclusive qu'on veut, on négocie pour l'avoir, et une fois qu'on l'a, on prend certains assets qu'on estime les plus visuels, les plus jolis, et on les dispose sur un t-shirt, c'est designé. Il y a certains designs qui sont aussi ajoutés directement par nos stylistes, par exemple des petites flammes, des choses qui peuvent être ajoutées en plus. Et une fois que c'est fait, c'est en effet soumis en validation au licencié. Mais donc pour répondre à ta question, on est finalement assez libre sur ce qu'on va faire tant qu'on reste dans la charte globale des ayants droit. Évidemment, il ne faut pas non plus modifier les dessins qu'on nous fournit ou autre. Exactement. Parce que en tout cas dans le manga, c'est un peu pareil, dès qu'on doit faire valider un truc, c'est très procédurier, on va dire, avec les Japonais. Et puis en plus Pokémon, bravo, parce que c'est quand même une licence assez... c'est une très grosse licence, hein. C'est peut-être la plus grosse licence au monde, je pense, aujourd'hui, le Pokémon. Et j'allais te demander alors comment ça a été reçu. Mais par exemple, je sais que le t-shirt que je porte, il n'y en a plus. Il y avait un instant Magikarp qui m'intéressait aussi, il n'y en a plus. Je pense que là, le mieux de se dire, c'est que là, il y a encore 24 heures, c'était que du Pokémon partout. Et qu'aujourd'hui, Pokémon, vous n'avez plus que ce portant-là et le portant derrière. Donc voilà, ça parle de lui-même. Pokémon, c'est un carton et c'est toujours un carton. C'est pour ça qu'on le fait depuis longtemps et c'est fou. En tout cas, bravo et bravo pour le taf que vous faites. Et merci beaucoup en tout cas pour... merci à vous. Merci à vous. Nous, on va continuer notre petit tour et on se retrouve tout à l'heure.
stand d'Aden de la Japan Expo 2023. On est avec Thomas. Ouais, Aden, enchanté. Je te laisse te présenter. Eh ben, moi c'est Thomas, je suis directeur de production chez ADN et puis j'ai été convié à un petit segment Kurokawa, donc l'histoire de parler un petit peu plus de notre actu commune et puis de bavarder un peu. C'est ça, parce qu'on fait un peu Kurokawa se balade à la Japan et donc je vous rappelle que sur ADN, il y a l'anime Call of the Night avec la VF qui est avec Lila qui est juste là. Juste à droite, tourne ta tête à droite, regarde, elle est là. Pour info, c'est la comédienne qui joue le rôle principal, donc Nazuna, dans Call of the Night. Il y a aussi Oshinoko, donc Oshinoko, je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler. Et comme vous l'avez annoncé cet après-midi, il y a une VF qui a été annoncée pour Oshinoko. Tout à fait. On est super fiers d'annoncer qu'en fait la VF de Oshinoko est en cours de production. Voilà, donc c'est top. Il y aura beaucoup de gens qui seront très contents de l'apprendre et ça permettra aussi de faire découvrir Oshinoko peut-être aux plus jeunes qui ont du mal avec la VO. Ça nous paraissait logique de faire une version française sur cette série parce qu'il faut qu'elle ait une exposition beaucoup plus importante. Elle a très bien fonctionné. Je pense que chez vous c'est la même chose. Oui. Mais elle mérite vraiment une VF pour encore rayonner un petit peu plus. Oui, puis ça parle de sujets importants en plus. Oui, tout à fait. En ce moment, on est pour les fans d'animation japonaise, c'est vrai qu'ils sont un petit peu sensibilisés à ce côté culture japonaise, idol, etc. Mais c'est vrai que c'est tout un pan qui mérite d'être connu aussi, de voir un petit peu l'envers du décor. Et même si c'est romancé, il y a quand même une base qui est solide dessus, de vérité. Et c'est très cool de pouvoir la proposer en VO pour les puristes et aussi en VF. Oui, mais de toute façon, il y a des faits qui ont directement inspiré le mangaka, des faits divers qui sont passés au Japon. Je voulais savoir donc, comment ça se passe, qu'est-ce qui fait, pourquoi choisir ces séries-là, quel est le processus pour l'acquisition en fait, de ce Alors, genre le processus, il est très classique dans un premier temps, c'est-à-dire qu'en fait, on nous propose des séries, c'est un appel d'offres classique, et en fait, c'est à nous de voir et de déceler le potentiel de chaque série. Là, sur Oshinoko, ça paraissait une évidente parce que, faut être honnête, quand la série a été proposée et annoncée en animé, c'est un gros succès au Japon. C'était déjà un gros succès en Japon en manga, donc déjà ça c'était un facteur qui était relativement déterminant. Mais comme on vient de le dire, le sujet aussi nous paraissait important d'être diffusé sur la plateforme, parce que c'est mine de rien, c'est un peu ça permet d'apprendre aussi des choses sur comment ça se passe au Japon, parce qu'on idéalise un petit peu ce monde des stars, etc. Et en apprendre un petit peu plus, nous on trouve que c'est assez cool sur ADN de pouvoir proposer des séries qui juste on ressort de cette série, on se dit j'ai appris des choses en fait. Non mais moi je suis un fan du manga déjà de base et j'étais à l'avant-première au Rex et j'ai trouvé c'est extrêmement fidèle au papier en plus et en même temps ça sublime le format original. Oshinoko je comprends parce qu'il y avait le succès massif au Japon déjà du titre, mais par exemple Call of the Night, qu'est-ce qui fait que Call of the Night c'est un pari. Ouais. C'est un pari dans le sens où on te présente la série. Qui est aussi un sujet un peu atypique. Oui, exactement. Donc c'est un peu un pari. Et la même chose au début, c'est-à-dire que tu as ton appel d'offres, on te propose cette série. Et nous on regarde et on fait cette série elle n'est pas comme les autres. Ouais. On y va. Et puis très belle série, il y a des couleurs, parce que c'est vraiment l'exploration de Tokyo la nuit. Le traitement graphique est incroyable et du coup il est totalement en adéquation avec le propos. Cette espèce de tranche de vie un peu particulière avec cette touche de fantastique. Il y a un autre monde qu'on découvre de la nuit. Et du coup c'est exactement comme la VF, c'est-à-dire que c'était un pari aussi parce qu'une VF aujourd'hui ça coûte très cher. Et on s'est dit sur Call of the Night autant y aller à fond. C'est-à-dire qu'on propose et là je pense qu'on a réussi à obtenir quelque chose de quali parce que la VO elle est vraiment très bonne, les voix elles sont excellentes. Et je pense qu'en VF, on a un casting qui est plutôt solide. Je suis super content d'avoir eu Lila, moi. Lila me dit à chaque fois que je la vois que c'est son rôle préféré. Et pareil, Oscar, il était hyper à l'aise. C'était la première fois qu'on travaillait avec lui. Je suis super content du résultat et de tout le monde en général sur cette série. Félicitations. Parce que, merci. Et même en plus, on m'a dit que c'était. Parce que ça reste un manga assez niche, par exemple, chez nous, mais que ça avait très bien fonctionné. Oui, justement. Mais c'est là où nous, on est content de faire des paris. C'est-à-dire que tu te dis, ok, les droits, l'acquisition, c'est comme dans le manga, c'est un certain coût, etc. Tu as ce coup de cœur, tu te dis bon, est-ce qu'on prend ou pas? Et tu dis que ton coup de cœur, c'est quand le pari marche, est gagné. Voilà, c'est ça. Quand tu dis que finalement, ta réflexion, elle n'était pas si bête que ça. Il y a un vrai sentiment de satisfaction. Exactement, tu as tout compris. Comment ça se passe quand on parlait de la VF et l'annonce de la VF de Oshinoko de cet après-midi, comment ça se passe le déroulé du casting? Est-ce qu'il y a des critères qui sont imposés par exemple par le Japon sur certains acteurs ou c'est vraiment vous qui avez le libre choix? Il y a un droit de regard parfois en fonction des séries. Par exemple sur une série Urusei Yatsura, la vue, on nous a demandé le casting.
C'est pas systématiquement le cas, on est relativement libre. Après, c'est nous en interne, on a des gros fans de VF. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une génération qui aujourd'hui n'est plus anti-VF comme il y a 10 ans où si tu étais fan d'animé, tu regardais la VOST parce que tu étais un vrai. Ouais. Aujourd'hui, les gens, même les plus jeunes, regardent la VF sans avoir d'a priori et de préjugés sur « ouais, mais c'est pas comme en japonais ». Donc, non, puis chacun a son interprétation artistique aussi. Exactement. Et du coup, nous, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps avec le studio, avec les studios, pour leur demander dans un premier temps, on donne une orientation, ensuite ils nous envoient un premier casting, et là nous, on étudie les voix, on leur dit ok, là on peut y aller, là c'est pas tout à fait ça, et en fait on ajuste en fonction. Donc l'orientation première, elle est donnée de notre côté, il y a une impulsion sur voilà comment on veut le traiter, est-ce qu'on traite vraiment animé? Par exemple, dans le cas d'Oshinoko, on va le traiter comme un film. Ouais, et c'est de plus en plus ce qu'on fait parce qu'en fait, on en a marre des surexpressions, du surjeu dans les VF. Et là, sur Call of the Night, c'était ça aussi. C'était essayer de le jouer comme un film. Ouais. Et Oshinoko, ça marche très bien. Voilà. Et Oshinoko, c'était évident. Vu les sujets abordés en plus dans Oshinoko. Voilà, en fait, tu as une espèce d'évidence dans le fait qu'on traite du monde du show business. Et ben, le ton que tu vas donner à la VF, et ben, ça doit être un ton movie, quoi. C'est normal. Non, ça marche, je trouve que ça a marché super. Et sur le casting, je vous en dis pas trop, mais c'est un casting façon film. C'est-à-dire que voilà. Ça va spéculer là. Si vous regardez le replay du segment qu'on a tourné cet après-midi lors de notre live Twitch, il y a des petits extraits. Il est bien écouté. Ouais, et normalement, vous allez reconnaître des voix qui vous sont Si vous avez le Wi-Fi, vous pouvez peut-être reconnaître. Normalement, il y a même pas. Ah bon? C'est des voix, tu te dis mais lui je l'ai entendu. Ah là, oui, bah, ok. Bref. On est super fiers de cette VF. D'une manière générale de toutes nos VF, mais celle en particulier, on l'a vraiment bien bossé. Après, j'avais une question que j'ai notée, on en a plus ou moins parlé, mais quelle a été la réception du public sur ces deux titres en fait elle a été, moi je sais que on le voit, Oshinoko, il n'y a pas à dire, je pense que ça a été l'animé dont on en a le plus parlé cette année. Et pourtant, il y a du lourd en face. Ah oui, il y avait du très lourd, mais c'est arrivé comme une bombe. Mais encore une fois, nous, ça nous fait plaisir parce que c'est des paris à chaque fois. Et en fait, c'est des paris gagnants, donc c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça au final. Ça crée la surprise, parce que même nous, parce que sur les couvertures de Oshinoko, les premières sont très girly, idol, donc on a l'impression que ça va être quelque chose de très magical girl ou je ne sais pas trop, alors que ça traite de sujets très très lourds. Mais c'est ça en fait, cette ambiguïté entre un design qui est vraiment appealing, tu vois, tu es là, tu fais il y a des étoiles, c'est glossy, etc. Et en fait le fond, le côté thriller, il est bien travaillé. Il y avait cette intelligence du premier épisode en 1h30 aussi pour vraiment poser la base. Encore une fois, pour revenir à la VF, tu as un épisode qui fait quasi la durée d'un film, 80 minutes. En fait, c'est eux qui ont donné l'impulsion. En fait, on n'a pas eu à aller chercher très loin sur l'orientation. C'est en fait, on traite comme un film. Voilà, tout simplement. Vu ce qu'on a pu entendre cet après-midi, il y a les deux segments qu'on a vus. On avait plus ou moins les 5 voix des personnages principaux. Tout à fait. Qu'on découvre dans l'épisode 1. Ça va envoyer du lourd. Donc, on espère, en tout cas, on ça avec impatience. Du coup, j'avais aussi j'avais cette question, mais j'imagine que c'est pas le cas, mais quand vous travaillez, parce qu'il y a la version sous-titrée et il y a la VF, donc la version sous-titrée est faite avant la VF. Tout à fait. Et elle n'est pas du tout, c'est pas du tout basé sur le même. Non, on travaille pas. Il y a certaines personnes qui font ça, c'est-à-dire qu'ils prennent les sous-titres, ils les donnent au studio, ils disent vas-y fais-moi une VF. Nous on fonctionne pas comme ça. En fait, comme c'est un exercice différent, le sous-titrage et le doublage, quand on décide de doubler une série, c'est pas la même intonation, c'est pas la même. Il y a des auteurs quand même derrière, mais nous quand on commence on enclenche un travail de production de doublage d'une série, on demande au traducteur qu'il refasse une traduction complète, beaucoup plus étoffée, parce que les limites qui sont imposées par le sous-titrage peuvent poser des problèmes aux auteurs après pour bien adapter le texte. Donc nous en fait on redemande la traduction complète du script au traducteur, ce qui permet de faciliter le travail d'auteur et ce qui permet de lever certaines ambiguïtés parfois. Oui, puis même j'imagine qu'il faut aussi adapter la phrase, le ton en fonction de ce qui est à l'image aussi, parce que parfois ce qui va être en sous-titre ne va pas du tout correspondre à... Non, parce que... Ça va être une très longue phrase qui va être courte en japonais mais qui ne va pas du tout matcher. Donc du coup c'est pour ça que nous on part du principe qu'il faut retraduire derrière, étoffer. Comme ça on donne un texte qui est le plus fidèle possible au script japonais, aux auteurs qui eux vont être chargés de l'adapter pour
que ça corresponde à la synchro labiale aussi. Ok, oui, voilà. Bon, très bien, j'ai ma réponse. Thomas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler. Il n'y a pas de souci, c'est super cool parce qu'on a beaucoup de points communs et c'est normal qu'on dialogue un petit peu. Ce qu'on dit, c'est qu'on est tous un peu de la même famille, on a tous la même passion. C'est ça, tu vois, moi je suis en contact avec des gens de chez vous, Nesrine par exemple, parce que le but c'est qu'on soit raccord. Nesrine qui était la traductrice sur le live, qui est la traductrice de Shinoko et qui était sur le live. Et le but c'est que nous en fait, on part du principe que les gens quand ils lisent le manga, ils se mettent à regarder l'animé ou inversement, ils s'y retrouvent. Et à partir du moment où la trad du manga est bonne, pourquoi essayer de changer quoi que ce soit? Évidemment, on adapte la trad aux impératifs de sous-titrage, mais tout ce qui est glossaire, etc., quelqu'un qui lit l'animé, qui lit le manga, doit s'y retrouver dans l'animé. Oui. Comme ça, il n'est pas perdu et ça nous paraît logique par rapport au public aussi. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont venues au stand m'ont demandé à quoi correspond, qui étaient trop impatients et qui voulaient connaître la suite justement du titre et qui étaient venus. Alors je viens de finir l'animé, à quel tome ça redémarre s'il vous plaît, pour savoir c'est le tome 5. Là. En tout cas merci et puis on vous laisse travailler quand même, on va vous embêter le temps, merci, ciao. Allez, à très vite. Je suis fusé, je peux plus. Alors c'est la fin de la journée, donc comme d'habitude on fait un petit retour de l'équipe. Donc comment s'est passée cette troisième journée, Nesrine? Cette troisième journée était très fatigante, mais ça c'est mon point de vue personnel, c'est parce que je suis une vieille dame, donc je fatigue très vite et très mal aux pieds. Je suis restée debout longtemps, mais sinon super cool, il y a plein de gens qui s'intéressent à nos mangas, j'essaie de pitcher des trucs, de pousser des trucs, vive au Shinoko. Nesrine est la traductrice de Shinoko pour information. Shinoko c'est trop bien, Tsugai c'est trop bien, le héros est trop beau gosse, voilà, bon ça c'est mes pitchs, ça fait rire les gens. Top. Merci beaucoup, Nes. Je t'en prie. Ça se passe très bien, les gens sont très contents, ils aiment beaucoup les goodies et on peut discuter avec plein de gens, c'est vraiment cool. Bisous maman. Merci. Un petit mot, Déborah? Merci Déborah. La tunasse, comment ça Déborah, comment c'est? Eh ben, on est très contents, on vend beaucoup. Non, c'est toujours aussi bien. On commence à sentir un petit peu la fatigue, ça commence à tirer un petit peu. Mais il reste une journée, donc attention, petit peloton, effectivement, entre autres. Et non, sinon, on commence déjà à avoir des ruptures, donc c'est génial. C'est que... Très bien. Augustin, tu peux me faire un café, s'il te plaît? Oh là là. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Oh là là, quel humour. Celle-là. J'ai même pas la force de... Ok, je vais t'en faire un. Niru, I love you. I've been waiting oh so long to tell you. J'apprécie. No matter how far, wherever you are, you're always very close to my heart. My heart. Don't worry about the crocodiles or the kangaroos when they come to get you. On est au stand de Kintaro Group, on est avec Ambre. Enchantée. Ambre, je laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais chez Kintaro? Alors du coup, moi je suis la chargée de communication du Kintaro Group, événementiel et relations presse. Et voilà, on a organisé pour la première année le Food Place qui était fermé au grand public. Donc l'année dernière, qui était uniquement pour les exposants et les VIP. Et cette année, pour la première fois, ça a ouvert pour que les gens puissent se restaurer puisque c'est un grand espace qui a 400 places assises. Voilà. C'est ma prochaine question, mais elle a déjà... Il faut que j'aille dire, donc, qu'est-ce que vous faites à la Japan Expo? Tout est cuisiné sur place directement ou vous amenez les produits des restaurants que vous avez en région parisienne? Alors on amène certains produits parce que par exemple on propose des sando et du coup les sando, le pain de mie est fait maison, c'est du pain shokupan. Donc c'est du pain de mie japonais, c'est entre la brioche et le pain de mie, c'est un pain de mie très aéré. Lui, il est produit dans notre établissement qui s'appelle Kintaro Café et on le livre le matin. Mais après, sinon, on apporte les produits, les matières premières et on produit tout sur place. Du coup, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut retrouver Alors, on propose beaucoup de choses. On propose notamment les takoyaki. Je sais que cette année, il n'y en a pas. De la bière Kirin, les kakigori qui sont la glace pilée, plusieurs desserts qui viennent notamment de Kintaro Café. Sinon, en termes de produits, on va proposer tout ce qui va être bento, sando, des torikara, donc le poulet frit. On va proposer aussi des yaki udon, des ramen froids. Et voilà, les takoyaki, c'est vraiment le produit phare, je pense, qui plaît beaucoup. Plein de bonnes choses. Et du coup, un petit ressenti sur cette Japan là, le troisième jour, fin de journée, fin de troisième jour. Comment ça s'est passé? Fatiguée. Mais après, non, très bonne expérience. Nous, c'est la première année qu'on est là, du coup.
Vraiment bonne ambiance. Nous en plus on est du côté des éditeurs, donc tout le monde est très gentil, il y a beaucoup d'entraide. On travaille beaucoup avec le quartier manga, c'est pour ça qu'on s'appelle aussi quartier manga food. Et également vraiment les gens très gentils, très compréhensifs. Ils attendent pas beaucoup puisqu'il y a beaucoup de place. Donc voilà, très content d'être là, très content de faire partie de l'expérience Japan. Et sinon on peut vous retrouver où Alors nous du coup on a 14 restaurants qui sont rue Sainte-Anne à Pyramide. Dans le 2e arrondissement de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un peu connu comme le Little Tokyo. Si j'habitais. Voilà. Mais quand on n'est pas parisien, on ne connaît pas, donc j'explique un petit peu. C'était mon terre-terre. Voilà, et on possède 14 établissements. Donc Kintaro Group, c'est le nom du groupe. On a un établissement qui s'appelle Kintaro, mais on en a plein qui ont des noms différents. On a par exemple Menkichi Ramen, dont on a ouvert une seconde enceinte dans le 9e arrondissement, mais tous nos établissements sont globalement dans le 2e arrondissement rue Sainte-Anne. Que des bons établissements. Merci. Et donc là, on s'est posé en fin de journée pour savourer une petite bière bien méritée après cette longue journée. Je rappelle que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, c'est à faire avec modération et il faut avoir 18 ans. Voilà. Tous majeurs ici. Ouais, tous majeurs et vaccinés. Donc voilà, écoute, merci beaucoup pour cette petite interview et puis du coup c'est la fin de journée pour nous et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Désolé, je suis au bout du rouleau. Voilà, ciao. Au revoir. Kanpai. Kanpai. Augustin ne faut rien sur le stand. Insulte un supérieur hiérarchique. J'insulte un de mes supérieurs hiérarchiques devant la caméra. Augustin ne faut rien. Virez-le, s'il vous plaît. En plus d'être fainéant, en plus il récupère tous les goodies des stands de concurrents et il récupère des t-shirts que même les acheteurs n'ont même pas. Ça veut rien dire. Je suis fatigué, d'accord.